Alors, nous démarrons cette analyse par Roland Toneniquez. Oui. Alors, un quotidien en parlait tout à l'heure. Oui. Yahi Boni chez Soglo, des crispations de l'atmosphère politique au Bénin. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle que de savoir que Boni Yahi s'est rendu chez l'ancien président, son aîné, de toute façon, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et je crois qu'avec ce que nous vivons ces derniers temps, avec les crises dont on parle, avec la réélecture du code électoral, avec la révision de la constitution voulue par les uns, non voulue par le chef de l'État en crise dans une certaine mesure, c'est qu'il faut que les acteurs politiques s'asseyent pour discuter. Donc, si les acteurs doivent s'asseoir pour discuter, il faut que ça commence par les aînés. Et les aînés, les anciens chefs d'État que nous avons encore en vie au Bénin, c'est Nicéphore Soglo et Boni Yahi. Donc, se rendre compte que les deux personnes se rencontrent pour discuter, et notamment et avec mettre dans la balance toutes les situations qui font l'actualité aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose. Ce qu'on va souhaiter, c'est que au terme de cette rencontre, après cette rencontre, que de bonnes résolutions soient prises et que derrière même celui qui est leur successeur, dans une certaine mesure, on arrive à accepter de mettre en pratique un certain nombre de recommandations de la part de ces anciens présidents, parce que le vrai problème, c'est à ce niveau. On a vu Boni Yahi aller chez Patrice Talon à maintes reprises, on a vu Nicéphore Soglo aller même jusqu'au domicile de Nicéphore Soglo pour parler, évoquer un certain nombre de sujets, mais après on n'a pas eu de suite, parce que le chef de l'État peut-être est resté camper sur sa position, comme il le dit, il est resté droit dans ses bottes dans une certaine mesure. Mais il va falloir qu'à un moment donné, qu'on essaye de fléchir de toute façon, de revoir, d'être un peu flexible dans le maintien des décisions ou des positions dans une certaine mesure, pour que nous puissions, entre Béninois, fils, nous puissions nous retrouver, nous discuter, échanger pour parler de développement. Parce que malheureusement, nous constatons quelque chose. Les intrigues politiques retiennent longtemps ce pays en arrière. Quand vous prenez l'histoire démocratique du Bénin, quand vous prenez par exemple la période révolutionnaire, nous restons là avec des réformes dans une certaine mesure, mais à un moment donné, il y a eu un problème. Et le problème a conduit à la conférence nationale des forces vives de la nation en 90. Et d'ailleurs même, nous sommes en plein dans le mois de la 34e, en tout cas du 34e anniversaire de cette conférence nationale des forces vives de la nation. Et donc ce mois est d'ailleurs même le mois dédié, cette période, la période la plus dédiée pour que les acteurs s'inspirent de ce que les aînés ont fait à la conférence nationale, que nous puissions discuter véritablement, laisser de côté les intrigues politiques. Parce que quand vous regardez, comme je dis, à l'ère démocratique, c'est en 96, d'ailleurs en moins de 91, ce groupe prend le pouvoir. En 96, les intrigues ont fait qu'à un moment donné, on a ramené le général Mathieu Kékou. On a fait 10 ans, pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'on a pu capitaliser, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Ce débat est resté. Et puis finalement, ils sont allés nous chercher ce que certains ont appelé l'intrus. Pardon, oui, l'intrus, celui que certains ont appelé l'intrus à l'époque. On l'a amené, il a été au pouvoir pendant 10 ans, et avec son fameux historique 2011 à un moment donné, avec les tensions qu'on a connues entre lui et Patrice Talon aussi, à partir de 2009-2010. Après, ils ont fait la paix en 2011, ce qui a contribué au chaos de 2011. Mais après, juste après les élections, les problèmes ont recommencé. Et depuis 2012, on n'est pas sorti de cette affaire. Parce que l'attention aujourd'hui au Bénin, ça se résume autour de deux personnalités. Boni Yahi, Patrice Talon. Il y a ceux qui sont acquis à la cause de Patrice Talon à mort, il y a ceux qui sont là derrière, Boni Yahi à mort, et puis donc, du coup, deux camps s'affrontent, et après, c'est le peuple qui en souffre. Donc, je pense que au cours de cette échange, certainement, Nicéphore Soglo et Boni Yahi se sont dit les vérités et qu'ils vont certainement faire de bonnes propositions au chef de l'État actuel, qui d'ailleurs doit comprendre que d'ici 2 ans, il sera aussi ancien président. Et donc, quand on veut sortir par la grande porte, il faut parfois commencer par se calmer à un moment donné et accepter certaines choses, accepter dans une certaine mesure des compromissions pour que le Bénin triomphe. C'est de ça qu'il est question. Pour que le Bénin triomphe, Kasmi Péjor, croyez-vous que cette visite va vraiment impacter? Je ne suis pas un Béninois pessimiste, mais je dis celui à qui il faut rendre visite, c'est Patrice Talon, ce n'est pas le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Parce que vous connaissez celui dont je parle, il est droit dans ses bottes, il fait ce que il juge. Bon lui semble. Pas bon lui semble, il fait ce que il juge bien pour la République, pour la nation. Et rien ne l'arrête quand il a envie de le faire. Et il le fait depuis 2000 lointain, pour ne pas dire 2016. Sinon, j'ai dit bien, depuis 2000 lointain. Oui, évidemment, je comprends bien cette... À demi-mot. À demi-mot. Voilà.
Donc celui à qui il faut rendre visite, je crois que c'est Patrice Talon. Comme me dit l'adage chez moi, le serpent il est là, et puis on tape dans la bourse. Je crois que c'est une démarche, mais pas la bonne. Je n'ai pas envie de dire la mauvaise. Je ne dis pas que le président Nicéphore Dieudonné Soglo ne représente rien dans la balance. D'ailleurs, il est allé voir Patrice Talon tout à la maison. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Et c'est justement ça aussi que je vais souligner sur votre plateau, pas dénoncer. Parce que désormais, je suis un Béninois optimiste. Je n'utiliserai plus les thèmes négatifs. Quand il se voit, je souhaiterais qu'il y ait un communiqué, qu'il y ait un petit mot aux médias, même si ce n'est pas M. Tony, pour informer sur les sujets sur lesquels ils se sont vus, à moins que ce soit un sujet à caractère terroriste, à moins que ce soit un sujet à caractère déstabilisation de l'État. Pour la paix. Et je ne suis pas très sûr que ce soit des sujets du genre. Donc, véritablement qu'on ait un mot sur ce dont il a été question, même si on n'a pas la quintessence du contenu. Parce que ici, on vient sur votre plateau pour spéculer autour d'une image. Encore qu'on ne sait pas si deux anciens amis, je parle de Boni Yahi, des deux pépés, se sont vus juste... Et n'oublions pas que l'autre a contribué à faire un peu l'autre. Donc, bon, il y a ce devoir de reconnaissance peut-être à la limite. Mais si vous avez compris de quoi je parle, donc véritablement, c'est donc on est en train de spéculer. Je le dis avec fierté, les sujets d'actualité, ils sont là, ils sont véritablement là. Est-ce que c'est de ça qu'ils ont parlé? Si oui, qui veut missionner qui pour aller rencontrer qui? Et lui dit quoi, véritablement? Est-ce que c'est Boni Yahi qui missionne Nicéphore, ou bien c'est les deux qui iront ensemble voir le chef de l'État actuel pour lui faire part de sa proposition? En tout cas, pour ce qui est de moi, mes analyses, de mes observations, je ne pense pas que véritablement cette démarche soit la bonne, parce que aujourd'hui, l'urgence, c'est de réviser quelque chose entre les deux. Quelque chose entre les deux. C'est-à-dire, soit le code électoral ou la Constitution. Tout à fait. Tout le monde s'accorde dessus. Mais ici, le risque là, ce que personne ne veut dire là, c'est troisième mandat. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde craint qu'on touche à la Constitution. Il y a des intellectuels aujourd'hui qui pensent qu'on peut réviser le code électoral sans toucher à la Constitution. Il y a le maître, l'avocat, qui s'est prononcé dans les journaux. Pensez-vous concrètement, Roland Tony, qu'est-ce qu'on peut résoudre finalement ce problème sans atteindre aux intérêts des uns et des autres? Moi, je pense que les acteurs politiques sont en train de glisser une peau de banane, en tout cas aux députés. De toute façon, je parle de la mouvance, bien évidemment, parce que en l'État, j'insiste là-dessus, je l'ai dit, ma position n'a pas changé. Ceux qui veulent la révision du code électoral ont peut-être tout fait de nous montrer à travers caméra et micro qu'ils ont une bonne foi. Mais quand on connaît ces personnages qui ont déjà opéré une révision en 2019, et que les mêmes personnages reviennent aujourd'hui pour remettre en cause ce qu'eux-mêmes ils ont fait par le passé, il y a matière à se poser des questions et à être prudent. Alors, maintenant, souffrez qu'on dise et que les gens comprennent. Parce qu'il y a de ces intellectuels qui prennent la parole à tout bout de champ, qui pour justifier, même ce qu'on ne leur a pas demandé, ils veulent à tout prix prendre la parole pour justifier. Pour vous dire quoi, il y a des dispositions dans le code électoral, si on les touche, il n'y a pas de débat. Dès lors que le code électoral est retouché, en tout cas, sera au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle leur dira en même temps, ce n'est pas conforme à la Constitution. Et là intervient le débat de est-ce qu'il faut aller revoir le code électoral ou bien il faut aller toucher la Constitution. Dans ce moment-là, les gens diront non, ce que nous avons dit dans le code électoral, c'est ce qui devrait être. Et donc par conséquent, le problème n'est plus le code électoral, mais le problème doit être la Constitution. Et c'est là qu'interviendra le problème de la révision. Donc moi je pense que ceux qui disent qu'on peut réviser le code électoral sans toucher la Constitution, si on s'en tient à certaines dispositions, d'accord, c'est possible. Mais il y a des dispositions, ils le savent très bien. Et ceux qui sont en train de défendre ça, ils savent très bien qu'ils ont, dans une certaine mesure, la majorité. Et là-bas, quand on va, puisqu'il n'y a pas une majorité exigée pour la révision du code électoral, c'est au niveau de la Constitution qu'il faut espérer avoir au moins 2 à 3 députés du Parti démocrate d'abord pour se rallier à la cause des autres là. Mais pour le moment, c'est que
dès lors qu'il y a une majorité qui l'emporte, une majorité simple qui l'emporte, c'est que la révision est actée dans une certaine mesure. Donc, ce qu'ils veulent mettre dans ce code électoral, nous ne savons pas. Et souffrez que, je rappelle, que dès l'installation des députés de la 8e et de la 9e législature, quand Nouré Achadé a soulevé les insuffisances du code électoral de la révision de la Constitution, par exemple, et d'après Sossou est revenu sur la question pour dire, s'ils veulent la révision, nous sommes d'accord. Mais ils vont mettre ce qu'ils veulent dedans, nous-mêmes nous allons mettre ce que nous voulons dedans. Il a dit, c'est pas, je ne prends pas des mots, c'est lui-même qui l'a dit. La vidéo existe. Donc, ça veut dire que quoi? Ceux-là qui sont de la mouvance aujourd'hui, ok, révision du code électoral, ils disent qu'il n'y en a pas mieux qui disent ouvertement on ne veut pas toucher la Constitution. Mais ils savent au fond d'eux qu'il y a des choses qu'ils peuvent mettre, qui doivent amener ou bien obliger les parlementaires à retourner à l'Assemblée nationale pour dire maintenant, touchons la Constitution. C'est pourquoi je dis que certains intellectuels parfois sont là pour induire le peuple en erreur ou induire les gens en erreur pour dire oui, c'est pas possible. Alors qu'en réalité, ils savent au fond d'eux qu'il y a des choses, si on touche au niveau du code électoral, il n'y a pas de débat pour pouvoir réviser la Constitution. Alors, Kazmi Pédior, le maître Abou Salomon qui pense qu'on peut réviser le code électoral sans toucher à la Constitution. Votre lecture? 1. On va réviser la Constitution. 2. On va réviser le code électoral. Pourquoi ces affirmations? Parce que ce qu'on nous a produit en 2019 n'est pas valable en 2026. Mais ça se dit la vérité. Si on amène ce truc-là qu'ils ont fabriqué en 2019, nuitamment, manu militari, avec tout ce qu'on leur a reproché, et ils ont pris le bâton de pèlerin, trompette, micro et tout ce que vous savez pour nous dire que voilà le trophée, surtout en ce qui concerne l'article 42, et que c'est le meilleur dans la sous-région. Et aujourd'hui, eux-mêmes se rendent compte encore que c'est la pire des bêtises qu'on peut mettre dans une loi, dans une constitution, et qu'ils veulent réviser. On doit réviser ça. Si on ne révise pas ça, eux-mêmes se sont mis la corde au cou. Ça, ils ne disent pas ça au peuple. Pourquoi nous devons réviser? Nous ne voulons pas réviser pour donner un mandat supplémentaire à qui que ce soit. Nous ne voulons pas réviser pour personnaliser la Constitution. Nous révisons parce qu'il y a une erreur, il y a une bêtise dans ce que nous avons fait. Une seule personne ne peut pas réfléchir au nom de monsieur tout le monde. Ils l'ont fait et ils doivent réviser. Et le peuple n'est pas contre eux. Il leur reviendra d'expliquer, de s'expliquer et de demander pardon à ce peuple qui leur a refusé ça depuis 90. Quelle assurance le peuple a aujourd'hui? Aucune assurance. Voilà. Si ce n'est pas qu'il y a troisième mandat et il va les dégager. Ça, le peuple sait que s'il y a troisième mandat, lui, le peuple, il va les dégager. C'est la seule assurance. Et c'est ce qui les fait peur. Donc, véritablement, ce truc-là doit être révisé pour nous permettre d'aller à 2026 sans heurts. Sinon, on aura des problèmes en 2026. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, le débat n'est pas autour de est-ce qu'on va réviser la Constitution, est-ce qu'on va réviser le code électoral. Et la Constitution et le code électoral seront révisés. Et comme l'a dit un chef d'État africain en exercice, vous allez en souffrir. Vous ne pourriez rien faire. En exercice. Vous voyez parmi les 54. C'est aussi ça. Donc, véritablement, ce que je dis ici sur votre plateau est valable sur le plateau de RFI, est valable sur le plateau de France 24 en ce qui concerne le Bénin. Si on ne révise pas ça, 2026 serait un leurre. Ce serait un cafouillage total. Ce que le président actuel ne voudrait pas de son mandat. Il aime la perfection. Il aime la sincérité. Mais ces députés de la 8e législature... Vous êtes sûr qu'il aime la sincérité? Moi, je l'ai dit. Je vous ai dit. Oh là, vous êtes d'avis qu'il aime la sincérité? Le chef d'État, moi... Parce qu'il dit qu'il est demandeur de rien. Mais c'est la sincérité. Dans le même temps, c'est ces gars au Parlement. C'est les députés de la mouvance qui forcent. Carole, moi, je ne suis pas ami de Patrice Talon. Je n'ai jamais été ami de Patrice Talon ou proche collaborateur pour savoir s'il est sincère ou pas. De toute façon, ceux qui le côtoient et ceux qui... Est-ce que ceux qui le côtoient vraiment savent même, peuvent même témoigner de sa sincérité? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'analyse les faits d'un acteur politique qui plus est un chef d'État, le président de la République du Bénin, et j'analyse les faits. Et quand j'analyse les faits, je dis,
les gens, en réalité, sont-ils vraiment de bonne foi? Et quand Casmine Pedjo dit qu'il faut réviser, je suis d'accord que dans une certaine mesure, ce qui a été fait, notamment, je l'ai toujours souligné, au lieu d'aller dormir auprès de leur famille, ils sont restés la nuit à nous sortir une révision de la Constitution, à dormir debout avec toutes les imperfections possibles. Mais j'insiste sur le fait que, oui, il y a des choses à corriger. Mais quand on connaît comment est-ce que celui que nous avons en face est assez redoutable, comment est-ce qu'il est arrivé, il peut réussir à aller dealer même avec son pire ennemi pour atteindre l'objectif? C'est là que moi j'ai des craintes pour dire, si on doit réviser la Constitution aujourd'hui en l'état et que le pouvoir en place est en mesure d'aller dealer avec les pires ennemis pour aller atteindre l'objectif, qu'est-ce qu'il veut mettre dedans? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans qui ne mettra pas en cause, en péril le vivre ensemble, qui ne mettrait pas en difficulté notre paix si chèrement acquise dans une certaine mesure? C'est à ce niveau. Donc, et je crois que le chef, quand il parlait la dernière fois face aux journalistes, disait que oui, mais ça peut se faire après lui. Donc, si tant est qu'il est de bonne foi, je crois que, est-ce qu'on a véritablement besoin de faire tout le tapage dont on parle? Parce que c'est pour ça que pour les démocrates, je dis, vous êtes de l'opposition, vous avez combattu cette loi, mais cette loi vous a permis d'avoir 28 députés, ce qui vous permet déjà de parrainer tout au moins un candidat. Donc, à trop s'accrocher aussi à la révision ou à la relecture, c'est que vous-même vous mettez en difficulté parce qu'il va arriver un moment donné où on peut venir même réussir à puiser des gens en votre sein pour atteindre l'objectif. Et mais quand on veut atteindre l'objectif après tout, c'est-à-dire que le chef trouve toujours la magie de dire ce n'est pas moi. Quand je regarde Patrice depuis 2016, j'ai des questions essentielles. Il dit c'est pas moi, c'est l'Assemblée nationale. Mais il dit qu'il n'est demandeur de rien. Voilà, alors. Donc il dit c'est pas moi, c'est l'Assemblée nationale. Quand bien même, quelqu'un allait jusqu'à dire sur une radio qu'il lui a parlé. Ah, d'accord? Donc, mais le chef est venu dire devant les gens, ce n'est pas moi. Donc, quand son député a censé vous aller lui parler, quelle réponse lui a donné? Est-ce qu'il lui a dit ouvertement, ce n'est pas moi? Quand Akhenaton a voulu faire sa proposition, est-ce qu'il lui a dit, non, je ne suis pas d'accord? Donc, c'est autant de choses que nous mettons dans la balance pour dire, attention, prudence. Oui, il faut corriger les imperfections de ce qu'on nous a promis en 2019, mais à quel prix? J'ai un économiste sur ce plateau. Il y a Nord-Sud quotidien qui titre à sa une. Le franc CFA à 2,4 naira. Quels sont les impacts, les opportunités et les conséquences pour les opérateurs économiques béninois? Vous pensez beaucoup plus à votre pays parce que vous êtes au Bénin. C'est normal, non? Vous ne pensez pas aux Nigériens qui sont 200 millions pratiquement et qui utilisent donc cette devise-là. Vous ne pensez pas aux Camerounais qui sont aussi un voisin donc du Nigeria. Vous ne pensez pas au Tchad, vous ne pensez pas au Niger. Vous ne pensez pas, vous ne pensez juste pour élargir le sujet dans sa globalité, pour dire le Nigeria donc, a revu son taux directeur et a fait passer donc, sa devise un peu plus haut pour permettre donc, de faire face à une certaine réalité socio-économique et politique. Et aujourd'hui, les pays comme les nôtres, c'est-à-dire le Bénin, vont donc subir une certaine influence de cette devise chez nous. Et vous savez, nous, ici sur le plateau, nous allons expliquer, mais les opérateurs économiques savent déjà, à de pareilles occasions, comment ça se fait. Vous savez, nous avons deux types de relations économiques, commerciales, donc, avec le Nigeria. L'achat ou la vente. Et donc, lorsqu'il arrive que le Naira prenne de la valeur, prenne du hauteur par rapport au CFA, il ne vous revient pas donc d'aller au Nigeria pour dire que vous voulez acheter quoi que ce soit. Parce que vous allez prendre, je préfère être de façon plus terre à terre, comme vous le dites en français facile, l'expliquer ainsi. Vous ne pouvez pas prendre une marchandise de production béninoise pour aller, donc, non, c'est plutôt le contraire. Vous ne pouvez pas prendre donc du CFA pour aller acheter au Nigeria et dire que vous voulez vendre au Bénin pour faire donc une marge bénéficiaire. Mais plutôt, vous pouvez prendre donc des produits locaux, donc des trucs d'ici, et aller vendre au Nigeria. Donc, c'est la saison des bonnes ventes au Nigeria, pour être plus simple. C'est la saison des bonnes affaires. C'est la saison des bonnes affaires. Vous prenez les marchandises, vous allez prendre la devise qu'est le Nigeria, alors le Naira,
et vous rentrez au Bénin, vous monnayez cela, ça fait beaucoup d'argent. Encore que les relations politiques se sont améliorées tout dernièrement. Merci beaucoup. Donc, avec ça fait la possibilité de vendre un certain nombre de produits. Tout à fait de façon Merci. Donc, ça fait beaucoup d'opportunités pour les Béninois d'aller donc, si vous permettez l'expression, c'est d'aller obérer le Naira, d'aller pomper, mais de façon orthodoxe, de façon légale, le Naira, et de se faire beaucoup de devises. Quitte à ce que, parce que n'oubliez pas, la devise, c'est un peu comme les saisons de l'année. Tout à fait. Il y a bombance parfois, il y a surplus de pluie parfois, c'est la sécheresse qui dépasse. Donc, vous devez faire le plein réserve pour pouvoir faire face éventuellement à d'autres situations qui pourraient venir. Donc, c'est une opportunité qui s'offre aux Béninois d'aller donc vendre au Nigeria et de ramener de la devise. C'est ce qu'on peut dire en termes terre à terre. Pour ceux qui ne le savent pas, il ne leur s'agit donc pas de prendre donc des produits au Nigeria, de venir vendre au Bénin. Les produits seront trop chers sur le marché béninois. Et je n'ai pas envie de spéculer, sinon je vais dire, c'est ce qui a déjà commencé avec l'essence Payor, que nous sommes en train de constater. Une variabilité de prix. Merci. Et où ça va jusqu'à la lisière. 750. Merci beaucoup. 750. Donc quand c'est comme ça, vous voyez le transport prend donc du volume. Plus le transport, vous avez les frais, vous avez donc le coût de revient donc des produits parce que... Mais moi, je pense que cette situation ne sera justifiée à faire d'essence parce que l'essence est encore à 250 francs. En tout cas, si on doit convertir en CFA à la pompe au Nigeria, la seule chose, c'est que, parce que c'est de l'essence de contrebande, n'oublions pas ça quand même. C'est pas de l'essence officiellement achetée, c'est de l'essence de contrebande. En réalité, les gens... Lorsqu'il y a une diminution de prix, les gens se sont ralliés vers l'essence. Non, ils ont abandonné à nouveau les stations. En fait, ce que veut dire quoi? C'est-à-dire que la situation qu'explique Kazmi Pédior est bien réelle. Et donc, quand il y a cette situation, en fait, ceux qui sont de la contrebande profitent pour faire de la surenchère en réalité. Sinon, en réalité, ce n'est pas une implication directe parce qu'ils sont dans l'illégalité. En réalité, moi, j'estime que ceux qui sont dans les centres de contrebande, parfois, tenant compte de la réalité, profitent pour faire de la surenchère parce que c'est de l'essence de contrebande. Et Carole, la définition du business par essence, oui, c'est ça les affaires. Les affaires, c'est les affaires. On ne va pas ici faire leur faire un procès parce qu'ils sont malins, ils sont véreux. Voilà, et à eux donc véritablement, il revient à l'État de réguler le secteur. Justement. Alors, le secteur de la contrebande, surtout de vente de l'essence Payor, de tout temps, de tout lieu, ça a été le sujet qui a décimé donc l'économie. Personne n'en trouve de solution et nous en sommes là. On ne peut pas aujourd'hui supprimer d'un trait cette activité. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de nous l'approprier, de nous l'intégrer et de faire avec. Il n'y a pas... Les solutions que nous sommes en train de trouver, ce sont des solutions éphémères. La dernière fois, il y a donc un incident à Semekrake. Vous avez vu, on a sorti des bactéries donc de solutions, dont donc l'installation des mini-stations à caractère beaucoup plus moderne et beaucoup plus industriel. Mais dans nos rues, on a toujours les bonbonnes donc de 200 litres, enfin de 20 litres, de 10 litres, et les plastiques donc de 5 litres, et on continue de prendre notre essence. Donc, c'est une activité qu'on ne saurait donc dégager entre le Bénin et le Nigeria. On s'est créé donc ce buzz autour donc de cette activité depuis des années donc immémoriales et on continue de le faire. On est obligé de venir sur votre plateau parler d'un secteur du moins, d'une activité informelle, mais qui permet quand même aux Béninois de survivre et de faire le business. Il y a des milliardaires. Je dirais pratiquement une activité illégale rendue formelle. Bon, on n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à la douane, vous avez les traces, vous avez les traces du Payor. Du passage des Payor. Du Payor dans les recettes. Si vous allez à la DGE, la Direction Générale Économique, DGAE, Direction des Affaires Économiques, vous avez donc dans leur rapport des activités sur le Payor. Donc, on ne peut pas dire d'un secteur, d'une activité aussi prolifique pour les rapports, pour les statisticiens. On ne peut pas... Une activité porteuse de devises. Bon, c'est difficile aujourd'hui de voir dans ces rapports-là des chiffres donc de la drogue, hein,
de vente de faux médicaments. C'est difficile de voir cela dans les rapports. Mais le payol, lui, s'est imposé, il y est resté. Et puis, on ne peut rien. Aujourd'hui, au Bénin, vous ne pouvez pas parler de l'activité sans ça. Donc, pour faire recours, à cette situation du Naira, c'est de bonne guerre pour les vendeurs béninois qui veulent aller faire business au Nigeria, à Lagos. Et les produits ici qui sont prisés des Nigériens, ils le savent. Oui. C'est les produits de l'agro-business. Donc, tout ce qui est produit localement est aussi réexportable. Oui. Il ne faut pas oublier le riz. Ceux qui sont dans le riz font une manne financière dans cette période-là. Voilà. Donc, c'est des activités qui vont profiter. Nous le disons sur votre plateau, les Béninois sont en train de nous entendre. Ce dont nous parlons n'aura pas d'impact sur le social béninois. C'est-à-dire, ce n'est pas le pétrole, enfin, l'essence qui va chuter et la bonne dame qui est à la maison va ressentir ça dans son assiette parce que 1 litre d'essence est désormais à 150 ou bien à 100 francs. Donc ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Une telle barrière au plateau, dit, nous, on ressent autre chose. Oui, c'est une minorité d'opérateurs économiques qui vont ressentir ça dans leur poche et cela ne va pas impacter la grande masse. Donc c'est une situation qui ne serait pas, quand nous prenons le plan global, ne serait pas profitable pour tous les Béninois. Justement. Donc véritablement, c'est une façon, je suis en train de leur dire, mesdames, messieurs, vous allez serrer davantage un peu les ceintures parce que ce que le Nigeria nous a créé va nous faire encore saigner un peu plus qu'avant. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise, ah oui, ils nous ont dit qu'il y aura de la bombance financière, on peut aller vendre beaucoup de choses. Au Nigeria, on aura de l'argent et c'est tout à fait... Merci. Pour attendre quelque chose, ce n'est pas ce qu'on leur a dit. C'est seuls ceux qui vont vendre là-bas qui auront de l'argent. Ceux qui vont acheter là-bas, c'est pas du tout. Ça sera une perte pour eux. Non, il faut préciser que les produits qui viennent du Nigeria désormais vont prendre de la valeur, c'est tout simple. Et en réalité, ça va s'ajouter au problème que nous vivons déjà. C'est-à-dire que quand ils évoquent la question de l'essence, ils évoquent les difficultés et toute autre chose. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, maintenant, tous les produits qui viendront du Nigeria, ça coûtera cher chez les vendeurs ou vendeuses ou les commerçants d'ici. Et donc, les gens doivent davantage, comme il dit, serrer la ceinture. Alors, nous restons dans ce même registre-là pour parler de la sécurité alimentaire. C'est la nouvelle économie qui en parle ce matin. Croyez-vous qu'on pourra vraiment atteindre cet objectif-là en 2024? Nous le sommes déjà depuis les années 2000 lointains là-bas. Oui. Le Bénin n'a pas pratiquement un problème d'insécurité alimentaire. Nous produisons suffisamment pour notre ventre. Ça suffit. Même si en 2006-2007, Kadhafi a envoyé du gari et du maïs au Bénin. Ça, c'est vos déclarations. Mais j'étais à l'université, on a reçu le maïs libyen, le gari libyen. Je ne vois rien. C'est le Bénin qui produit le gari, à ce que je sache. Que cela nous soit venu de chez l'étranger, ça, c'est les valeurs politiques. Et je crois que la Libye a sorti un communiqué pour dire qu'il ne se retrouve pas trop dans cette déclaration de l'État béninois. Donc, ça vous regarde. Moi, je parle de ce qui est... Non, mais j'ai juste fait un rappel à une partie de notre histoire. Merci beaucoup. Et les Béninois, je crois qu'ils ne vous ont pas entendu. En fait, c'est pour nous dire, sur votre déclaration. Ne faisons plus ça, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, au Bénin, nous avons la possibilité de bien manger grâce à ce que nous produisons. Je dis, nous avons la possibilité. Grâce à ce que nous produisons, nous avons également la possibilité de commander ce que nous n'avons pas pu avoir dans le panier de la ménagère, c'est-à-dire les riz importés, les sucres, le lait, etc. Et donc, véritablement, pour ce qui est de l'année 2024, nos pauvres paysans, sinon nos riches paysans, vont encore cultiver davantage. Ils vont cultiver abondance pour nous offrir encore l'aisance financière. C'est en tout cas pas moi qui le dis, c'est les statistiques donc, du ministère de l'Agriculture qui sont en train de... Est-ce que c'est des chiffres réels? Est-ce que c'est des chiffres toujours réels? C'est ce que je dis. Je dis chaque fois, si vous avez mis un gouvernement là, si vous avez mis une Assemblée nationale là, si vous avez mis une justice là, si vous avez mis une presse là, vous, peuple béninois, c'est que vous avez confiance en ce qu'ils font et aux valeurs qu'ils donnent. Le ministère de l'Agriculture, c'est une structure officielle et crédible qui produit donc des résultats sur la base donc des valeurs qu'ils ont, sur la base donc des laboratoires qu'ils ont. Il y a même une direction nationale de la statistique. De la statistique. Agricole dirigée par l'ancien DG INSAE, voilà, Biaou. Donc,
tout ce qu'il produit, ça se trouve du côté tout ce qu'il produit, je ne dis pas de fermer les yeux, de prendre ça comme des pièces comptantes, mais je peux dire sans courir le risque de me tromper à hauteur de 25 ou 50%. Donc, je leur fais confiance jusqu'à 75%. Je dis que c'est des valeurs réelles et c'est des valeurs qui nous permettent quand même de venir spéculer sur les plateaux, sur véritablement ce que nous faisons au Bénin. Donc, je dis avec précision ici que 2024, le Bénin ne connaîtra pas la question d'insécurité alimentaire. Attention, attention. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de foyer d'insécurité alimentaire au Bénin. Et nous savons les foyers d'insécurité alimentaire au Bénin, là où nous les retrouvons. Il s'agira donc de voir là où il y a de l'abondance céréalière ou l'abondance agricole de façon globale, là où il y en a, pour envoyer là où il n'y en a pas. Équilibrer. Merci beaucoup, pour équilibrer et aussi éviter la spéculation au niveau donc de ces populations. C'est ce rôle de régulateur que l'État, une partie encore de l'État, va essayer donc de jouer pour permettre donc à tous les fils et à toutes les filles du Bénin de pouvoir donc bénéficier de cette merveille de notre Nous allons parler. Je pense sur la question que oui, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres avancés par le régime depuis 2016, de toute façon, même si on ne veut pas sur la question, on fait confiance totalement à 100% sur certains chiffres avancés, parce qu'il y a des chiffres polémiques, mais on peut être fier de ce que oui, il y a au moins une avancée notable dans la production agricole. Et donc, quand vous voyez les quantités, d'ailleurs même au-delà des chiffres, quand vous descendez dans le Bénin profond, dans certaines localités, vous vous rendez compte que les paysans sont véritablement au travail. Même si les paysans ne sont pas à juste titre traités comme ils l'auraient souhaité eux-mêmes, on peut au moins se féliciter de ce qu'il y a un travail qui est fait. Et donc, notamment quand il parle de la question des foyers de crise alimentaire dans certaines mesures, je crois qu'il y avait une expérience par le passé. L'expérience de l'ONASA, par exemple, où quand il y a surplus de production, l'ONASA rachetait et puis après, on allait à revendre dans certaines localités à un prix abordable par les citoyens dans certaines mesures. Donc, on ne demande pas à l'État de prendre le surplus de production d'Alada et d'aller donner ça à je ne sais pas, à Tokotona, non. Mais en fait, c'est de s'inspirer de ce qui se faisait par le passé pour permettre à ce que ceux qui sont dans cette localité, il y a des zones où il n'y a pas eu depuis peut-être cette année, il y a des zones où, compte tenu de l'insécurité avec les djihadistes, les gens n'ont pas pu aller au champ pour produire. Donc il faut trouver le mécanisme pour que ces personnes-là, c'est-à-dire les Béninois, puissent trouver le minimum pour vivre également. Alors, nous allons boucler cette rubrique par l'insécurité qui devient grandissante dans notre localité ici. Des individus attrapés hier avec des organes humains. Plusieurs organes en ont parlé ce matin. C'est lundi qu'ils ont été arrêtés. Lundi ou mardi. Alors, que pensez-vous de ça? C'est une forme de vol, c'est une forme d'insécurité à caractère spirituel qui dépasse l'entendement. Tout frais. Vraiment. Vous voyez, c'est un peu pénible, c'est un peu difficile de monter sur un plateau de télévision et de dire à travers le monde, déjà pour ce que les gens ont peur du Bénin, quand on parle du Bénin, de dire qu'il y a des individus qui sont allés voler. Un père qui vend son enfant à 10 millions de petits, il fait ça à 10 millions. millions. À 10 millions. Vraiment, ça dépasse l'entendement, à mon avis. Et c'est une forme de vol qu'il faut bannir, qu'il faut sanctionner, qu'il faut réprimander de la manière la plus sévère. Et donc, nous avons été surpris d'entendre qu'au XXIe siècle, précisément en 2024, qu'il y a encore des pratiques du genre, des pratiques sataniques, diaboliques, qu'il y a encore donc des personnes, des vaudous, qui continuent donc de manger la chair humaine, de boire le sang humain. Ça sort de l'entendement. Parce que ce qu'ils ont volé ici, ce n'est pas un objet qui coule les rues, ce n'est pas un objet dont on a besoin, ça il faut le préciser. Ce n'est pas un trafic d'organes humains à caractère santé, comme on le voit dans certains pays. Il y a des pays, il y a des structures sanitaires aujourd'hui dans des grands pays qui sont à la recherche d'organes pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc de faire des rituels soit pour conjuguer des sorts ou bien pour jeter des sorts à des individus. Ou pour chercher l'argent. Ou pour chercher l'argent. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est une mauvaise pratique et on ne saurait tolérer cela parce que ça ne répond absolument à rien
en termes donc de vie d'un peuple. Et moi, franchement, j'ai été scandalisé d'apprendre que un papa, au détriment donc de 10 millions, excusez-moi beaucoup, je viens ici, je parle des chiffres, je parle de beaucoup de milliards, je parle de beaucoup de millions de tonnes. 10 millions pour moi, je ne sais pas ce que une vie humaine est. Pour que, au détour de 10 millions seulement, je puisse donc vendre ma progéniture, je puisse vendre ceux-là qui vont donc témoigner de mon existence quand je ne serai plus là, que je puisse les vendre, les brader à ce prix-là. Ce n'est pas que je les ai donnés en esclavage, ce n'est pas que je les ai donnés dans un foyer, encore que ces pratiques sont réprimandées et sont interdites sous nos cieux. Ce n'est pas ça, c'est que j'ai vendu et on en fait un sacrifice pour des divinités. Franchement, ça sort de l'entendement. Et c'est un sujet, franchement, qui n'honore pas le pays. Et je crois que les gouvernants doivent faire une large communication autour, non pas pour dire voilà ce qu'il a fait, mais pour nous dire les sanctions sévères. J'ai vu à la Criette, je vais faire une petite digression, j'ai vu à la Criette une bonne dame, son bébé au dos, à qui on a flanqué, s'il vous plaît, 9 ans de prison ferme parce qu'elle a vendu, on a vu médicaments sur sa tête. 9 ans de prison avec 500 000 francs d'amende. Une bonne dame qui cherchait juste voilà, pour nourrir sa fille. Et quelqu'un qui a fait cela, pour moi, même 90 ans de prison ferme ne suffirait pas pour le condamner. Et on va communiquer autour de ça. L'État doit communiquer. Et cela, moi, m'amène à interpeller nos forces de l'ordre parce que ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a de ces pratiques qui continuent dans nos cimetières. Parce que apparemment, les réformes au sein de la police, ça paie la présence des policiers aux abords des routes de façon plus permanente et dans la journée, que ce soit dans la journée, que ce soit la nuit. Apparemment, ça porte des fruits. Roland, il faut dire que de 2016 à aujourd'hui, il faut être honnête et reconnaître que le problème d'insécurité, nous l'avons résolu à un moment donné, jusqu'à un niveau donné. Parce que ce qu'on ne voyait pas le passé, quoique on avait assez de policiers en toi. On avait des policiers, on disait qu'il y a les moyens, on était dans une sorte d'insécurité qui ne dit pas son nom. Il y a peut-être le personnage à la tête de l'État qui a peut-être certainement dissuadé un temps soit peu les délinquants sociaux dans une certaine mesure. Maintenant, après ça, quand on dit ça, vous savez, il y a ces habitudes-là, ces habitudes qui ont la peau dure, que les gens ne veulent pas arrêter. Le trafic des êtres humains, les assassinats, ça ne manque pas. Parce que vous imaginez, quand quelqu'un en arrive, on le surprend avec une tête humaine, avec un cœur dans une glacière, c'est qu'ils vont quelque part. Parce que quand ils mettent ça dans une glacière, ça a tout son sens. Donc, je crois que oui, comme le dit Kazmik Ledjo aujourd'hui, il faut les condamner à la perpétuité, dans une certaine mesure. Mais la perpétuité seule ne suffit pas pour moi. Il faut aussi trouver une autre formule de les amener à ressentir tout le mal. Je ne dis pas exécution, mais une autre forme de punition. Il doit faire la perpétuité, mais pendant ce temps-là, il a un mode de vie aussi qui fait qu'il se ressent la douleur humaine quand on sait qu'il a tué quelqu'un. Et l'autre frère qui en arrive à vendre son petit-fils. Vous imaginez jusqu'où les gens ont poussé au Rubicon. À cause de l'argent. À cause de l'argent. 10 millions, c'est un peu comme... En 5 ans, il a dilapidé s'il n'arrive pas à gérer. Non mais 5 ans. Vous pensez en 10 millions pour 5 ans, pour l'argent que vous avez mal acquis? Non. Vous allez voir les 10 millions, le vieux père, le grand-père va commencer à chercher des jeunes filles qui vont lui demander un iPhone. Il va se retrouver dans l'hôtel avec les filles deux fois. Un jour, il va sortir avec 2 millions. Il va coucher avec une petite fille. La fille, la nuit, va voler les deux. Peut-être il sera avec 1 million sur lui ou 2 millions, la fille va voler. Il ne pourra pas en parler après, un autre jour. Parce que c'est l'argent illégalement acquis. Donc, il va vouloir faire la vie. Et il va continuer à penser à comment se vendre encore un tout petit-fils à la limite. C'est ce qui arrive. Parce que l'argent 10 millions dont vous parlez, peut-être que vous aviez peut-être gardé 10 millions pendant 5 ans d'avant. Et moi, je pense que ce que j'ai dépensé depuis 5 ans, si on doit faire le on doit faire le point, c'est pas 10 millions. Vous m'aviez eu là. C'est aussi ça, ma tête. Et je sais que la voiture que vous utilisez, quand même, c'est pas 10 millions. Bon, d'accord. Merci de le reconnaître sur ce plateau. Vous n'avez pas dit ça parce que moi, je le dis pour rappeler que, au moins, faites honneur à votre mari pour dire que 10 millions, c'est pas de l'argent. Mais quand vous dites ça, Roland, mais écoutez, une si grande dame,
Non, mais c'est pas son mari. C'est elle d'abord. Non, mais elle travaille. Mais oui, Mais vous n'allez pas dire que... Je suis parti. Mais quand vous avez parlé, vous n'avez pas dit madame. Je suis parti d'elle. Vous avez dit moi. Mais quand il s'agit d'elle, vous estimez qu'il faut faire... Je respecte son mari, je sais ce qu'il fait. Mais c'est elle qui travaille d'abord. Je suis parti d'elle-même d'abord. Pour dire que oui, déjà même quand on pense au salaire d'IA, en 10 ans, c'est pas 10 millions quand même. Donc, au-delà de tout, 10 millions, en réalité, peut-être que ça lui a échappé de penser que 10 millions. Mais pourquoi vous faites de la figuration sur la moi, pauvre sur ma dame? personne. Et on dirait qu'en plus. Merci Roland, merci Kazmi. Plus sérieusement, pour 10 millions, c'est une bêtise. Il faut décourager ça. Et je crois que les travaux forcés doivent reprendre. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce plateau. En offre, dans les couloirs, je peux avoir un autre avis. Ceux qui défendent les droits de l'homme, parce que nous n'allons pas quitter ce plateau pour que l'institution régulatrice donc des médias adresse donc un courrier à la direction de DenTV pour dire mais quand il l'a dit, quelle a été votre réaction? Je dis avec précision que je ne suis pas d'accord. Vous êtes vite allé en besogne. Je retire alors. Je ne suis pas Mais d'accord. il faut trouver une formule de sanctionner. Voilà, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est plus adoucissant. Je sais que ce que vous avez dit. Et aussi sensibiliser la population. La même chose que moi. Vous avez peut-être trouvé la bonne formule pour ne pas dire exactement ce que je dis. Et je comprends. Et aussi sensibiliser la population. Donc, sensibiliser la population. Vraiment, il faut sanctionner. Pour un changement de comportement. C'est ça. Parce que là, c'est seulement ces deux individus qu'on a attrapés. Et ceux qui le font à chaque fois, oui, voilà. Et qu'on n'attrape jamais. Voilà. Il y a même des personnes adultes. Vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens d'un certain âge qui disparaissent. Une dame, la dernière fois, 35 ans, plus de la trentaine, elle a disparu. Moi, j'ai grandi avec une sœur dans le quartier qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a jamais retrouvée. Ouais. Alors, c'est des tristes réalités que des familles vivent. Alors, il faut beaucoup vous imaginez si on n'avait pas arrêté ces gens-là, parce qu'après avoir emporté le cœur et la tête de l'homme, ils ont jeté le corps. Le corps quelque part, voilà. Vous imaginez donc, on n'aura jamais de traces. Parce que si au moins ils avaient jeté dans la bourse, on peut se rendre compte que oui, quelqu'un a été assassiné. Mais là, c'est jeté dans un puits. Personne ne saura que quelque chose va se passer. Et c'est bien triste. Alors, merci Roland, merci Kazmi.